La voix et la prise de décision et le leadership sont considérés comme des éléments de l'autonomisation de la femme. Je ne sais pas si aujourd'hui, ceux qui sont en train de nous suivre en direct sur les réseaux sociaux vont partager cette affirmation. J'ai des invités qui sont avec moi et aujourd'hui nous allons parler de la femme. Ou plutôt nous allons parler du leadership de la femme. Nous avons aujourd'hui comme thématique dans votre émission La Parole aux Jeunes, la place de la femme, des filles dans les instances de prise de décision et l'importance de leur intégration dans l'élaboration des politiques publiques et des politiques de santé. C'est votre émission La Parole aux Jeunes aujourd'hui ici à la place du Souvenir et nous allons ouvrir cette émission avec une slameuse qui va se présenter et qui va nous dire les mots tels qu'ils le disent dans le slam. Vous allez bien, madame? Je vais très bien. Cool, vous êtes super contente, heureuse de participer aujourd'hui dans cette émission où on va parler du leadership des femmes et de la place que vous avez dans la société et qui vous revient. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Aram, alias Black Yaifal. Je suis artiste pluridisciplinaire qui fait beaucoup de choses dans l'art. Je suis slameuse, je suis conteuse, je suis comédienne, je suis actrice de cinéma, je fais de la danse, je suis monitrice de collectivité éducative, je suis créatrice de colliers d'art. Alors voilà, je suis là parmi vous pour vous faire plaisir et me faire plaisir à moi aussi. Et ravi d'être là aussi. Merci beaucoup Aram. Alors aujourd'hui, quand on parle de leadership de la femme, quand on parle que la femme doit être au cœur des instances de décision, quand on dit que la femme également doit faire partie dans l'élaboration des politiques publiques ou des politiques de santé, quelle est, vous, votre position? D'abord, qui dit femme dit mère. D'accord. Elle est l'espoir de la vie et l'équilibre du monde, la femme. Tout à fait. Alors moi, excusez-moi. Alors moi, j'ai l'habitude de dire tout le temps à mes collègues, à mes amis, que sans la femme, le monde serait s'écrouler, quoi. Falling down. Ah oui. C'est clair. C'est clair. Ouais. Alors, c'est important de nos jours que les femmes se montrent, se valorisent. Et c'est ça, d'ailleurs, mon objectif. C'est ce que je combats aussi. Parce que à chaque fois qu'on fait quelque chose, on a tendance de voir que des hommes. Tout à fait. Et je me dis que le moment est venu pour que les femmes se montrent, sortent et montrer que vraiment elles ont une place dans tout ce qui se passe. Est-ce que les femmes ont le cran de faire cela? Parce que moi j'ai comme l'impression d'être entouré de femmes qui ont parfois peur. Peur de la femme? Je ne pense pas. Et Okay. je ne le crois pas. Parce que la femme est beaucoup plus motivée et déterminée, franchement, que l'homme. Nous sommes beaucoup plus fortes et courageuses. Alors tout ce qu'on entame, dans tout ce qu'on fait, je me dis que ça va améliorer de plus en plus avec l'aide de vous, bien sûr. Mais nous sommes beaucoup plus motivés et déterminés, de mon avis, quoi. Okay. Donc la femme sera toujours leader dans tout ce qu'elle fait. Alors vous avez préparé quelque chose aujourd'hui à cette occasion exceptionnelle pour les femmes, par une femme. Oui. On peut écouter? Je me lève ou je reste C'est comme comme ça. vous voulez. C'est comme vous voulez. Slam, slam, slam. Source. Vie. Amour. Tendresse. Lumière. Affronte. Encaisse. Battante. Digne. Femme. Bénédiction de Dieu. Femme. Source où l'homme puise le flot d'amour qui cicatrise toutes les blessures. Femme. Flamme qui éclaire la vie d'un homme. Sa tendresse survit, protège et assure, car son âme sans doute habite les étoiles qui brillent. Femme. Forte, digne, courageuse, ne se laisse pas dominer ou briser facilement par les circonstances de la vie. Femme, répudiée, délaissée, ignorée, accepte, encaisse, endure, pardonne et pleure même si c'est nécessaire. Pourtant,
Elle affiche de merveilleux sourires. Il n'y a pas de situation qu'elle ne puisse affronter. Femme, mère, grand-mère, épouse, tante, sœur, cousine. Quand je parle femme, je prends exemple sur Mam Diarra Bousso, Mam Fawad Douele, Yacine Boubou, Aline Sitoé Diatta et les femmes d'Ender. Elles étaient des femmes braves qui ont marqué l'histoire du Sénégal, mon pays, votre pays, notre pays. Et en tant que porteuse de voix, je dis halte à la violence faite aux femmes et aux enfants, halte au mariage précoce, halte à l'excision, halte à la mendicité, halte au génocide, halte à l'immigration irrégulière. Et préservons la paix, la solidarité, la tolérance, l'hospitalité et le partage qui sont des valeurs riches qu'on ne doit jamais ignorer. Les femmes sont comme des roses qui restent rouges et qui ne flétrissent jamais. Femme, amour, gloire, espérance, femme de valeur, femme jambar, slam. C'est Black Yaifal. Sous vos applaudissements, je pense que femme rose, moi j'adore ce métaphore. La femme est une rose qu'on doit préserver, arroser, conserver, une rose qu'on ne doit pas blesser. Et vous êtes revenu sur pas mal de thématiques aujourd'hui ou pas mal de problématiques qui freinent l'évolution de ces femmes. Vous avez parlé des mariages d'enfants, vous avez parlé de l'excision, vous avez parlé également des violences basées sur le genre. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'égalité et de femmes, même si je suis le he et le reste c'est le she, et je pense que tout ce que vous avez dit dans votre slam est révélateur et on doit changer la donne. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, le slam peut changer la donne? Bien sûr. Okay. Je le crois à 100%. Et vraiment, je l'incarne partout, ici et d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Donc, je pense que ça va changer. Ça va changer. Et ça va changer avec les femmes. Ça va changer avec les femmes. Merci beaucoup, Yaifal, slameuse également. Vous l'avez entendu. Nous avons sur le plateau d'autres invités, des leaders, des femmes également. Des femmes qui sont exceptionnelles que vous allez écouter tout à l'heure. Nous allons commencer à droite, tout au fond, à gauche plutôt, tout au fond. Vous allez vous présenter? Non, pas encore. Faites-le maintenant. Bon, moi je me nomme Fatimata Mohamed Lamine Nessi. Je suis la présidente de l'association sénégalaise pour l'avenir de la femme et de l'enfant et de la fille. Et de la fille. Merci beaucoup. Nous avons une autre, Sylvie. Je pense que tu peux venir prendre place. La slameuse doit repartir et appeler à d'autres choses. Alors, nous avons Diatou Sonko. Tu te présentes? Oui, Mayaï. Bonjour tout le monde. Je suis Diatou Sonko, travailleuse sociale spécialisée en protection des droits de l'enfant et actuellement aussi en master sur les questions de population, développement et santé de la reproduction, option recherche. Wow, vous avez compris que ce plateau, c'est des femmes leaders, des femmes qui vont bouleverser ce monde. Les hommes, tenez-vous bien prêts, parce qu'elles vont prendre la place des hommes et c'est tout à fait normal. Aminata, je cours après elle pendant des mois, des années et j'arrive pas à la... On verra si à la fin de cette émission on arrivera à conclure quelque chose. Aminata, comment ça va? Ça va bien, Mandiaï. Bonjour à tous, c'est Aminata Badiane Choi. Je suis responsable plaidoyer à l'Alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale. Je suis également membre du réseau des jeunes féministes d'Afrique de l'Ouest et actuellement aussi je suis responsable plaidoyer et campagne au niveau de Save the Children. Cool. Merci beaucoup, Aminata. Sylvie, qui nous vient du Thiès, c'est ça? Oui. Super. Merci. Bonjour à tout le monde. C'est Fatou Bintou Sylvie Diak, Madame Diaw. Je suis la présidente du club de jeunes filles From Kolda to Dakar, qui est actuellement à l'université. Alors, vous avez écouté tout à l'heure la slameuse. Ça vous parle? Oui. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, moi, j'ai bien aimé son slam parce que ça évoque tous les rôles de la femme dans la société et ça montre aussi que la femme à elle toute seule peut porter beaucoup de poids, plus de poids que l'homme. C'est pas une concurrence en fait, mais c'est une évidence. Tout à fait. Alors aujourd'hui, ça a un rapport avec le thème du jour qui montre que vraiment la femme
qui porte tout ça, qui porte plus que l'homme, peut avoir la même place ou plus d'implication dans les instances de décision que les messieurs qui sont là et qui nous refusent la place. Aminata, elle a rappelé Aline Sitoé Diatta, elle a rappelé Mame Diarra Bousso, elle a rappelé ces braves dames qui ont joué un rôle fondamental en Afrique, au Sénégal, pour régler énormément de choses dans la société. J'ai pas entendu un seul nom de garçon. Ça veut dire que les femmes sont de véritables battantes. Absolument. Bon, si on se réfère, j'ai tendance à dire qu'on ne doit pas tomber dans le piège quand on nous dit vous devez vous battre. Les femmes actuellement doivent reconquérir leur place. Parce que dans nos sociétés anciennes, les sociétés africaines, on le dit tout le temps, c'était le matriarcat qu'on avait ici. Tout à fait. Donc les femmes ont toujours été au centre, ne serait-ce qu'ici sur notre continent. Donc nous dire vous devez vous battre, peut-être reconquérir la place qu'on avait avant. Okay. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de bataille à mener. Alors la place de la femme et des filles dans les instances de prise de décision et l'importance de leur intégration dans l'élaboration des politiques de santé publique. C'est la thématique de cette émission. Aujourd'hui, ici à la Place du Souvenir, Parole aux jeunes pose le débat. Alors Diatou, est-ce que tu es en phase avec la thématique ? Oui, très en phase même. Je dirais que c'est une thématique très essentielle dont on doit débattre. Pas seulement débattre pour dénoncer le fait que même s'il y a des acquis, il y a quand même énormément de choses qu'il faut revoir, énormément de choses que l'on doit conquérir par rapport à l'implication réelle des femmes au niveau des instances de décision, mais surtout par rapport à qu'est-ce qu'on a réalisé par rapport aux questions de santé publique pour aujourd'hui diminuer ce qu'on appelle le taux de mortalité maternelle, diminuer ce qu'on appelle le taux de mortalité infantile. Et je pense que c'est des problèmes auxquels les femmes sont confrontées, qui sont liés à la santé publique et qui, tout autour, il y a des facteurs qui interagissent et qui font que, même si, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, il y a encore des acquis, il reste beaucoup de choses à faire. Ouais. Donc déjà, je suis très en phase avec ce que la slameuse a dit. Elle a évoqué énormément de problèmes qui sont encore des violences basées sur le genre que les femmes subissent jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je rappelle à ceux qui sont en train de nous suivre également, c'est votre émission La Parole aux jeunes. Nous posons le débat aujourd'hui dans le cadre de ce qui se passe un peu partout depuis un certain temps sur la toile, partout dans le monde, Forum Égalité avec ONU Femmes, et nous sommes avec également Speak Africa, et nous sommes en train de poser un débat autour des femmes. Alors aujourd'hui, on est en 2021. En 2021, est-ce que on doit toujours parler de la place de la femme dans notre société en 2021 ? Ça doit toujours faire l'objet d'un débat ? À mon avis, non. Ouais. Mais il faut dire que nous sommes au Sénégal. Ok. Et quand on dit nous sommes au Sénégal, c'est parce que nous avons nos réalités socio-culturelles qui font qu'aujourd'hui, les femmes sont reléguées au second plan. Mais notre chance aujourd'hui, c'est que nous avons fait les écoles, nous avons fait les universités, nous sommes des professionnels et nous sommes au devant de la scène. L'acquis que nous avons construit, que les organisations de la société civile ont pu permettre aujourd'hui que les organisations soient au devant de la scène, doivent permettre à toute femme de s'imposer pour accéder au niveau des instances de prise de décision. Je pense que quand on parle de santé publique, la femme est au cœur. D'autant plus que la femme est au cœur, au moment où il faut décider pour elle, elle doit être au cœur de l'action. D'où l'importance aujourd'hui, je dirais, que cette prise de décision, elle est centrale. Et je pense bien que les femmes sont conscientes de cela. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit montre l'importance de cette thématique et qui fait qu'aujourd'hui, les femmes vont prendre leurs responsabilités. En tout cas, nous qui sommes de l'ASAF et toutes les organisations qui sont ici devant vous vont prendre leurs responsabilités dans les instances de prise de décision. Et je pense que c'est un acquis et nous allons nous battre pour cela. Un acquis, nous allons nous battre pour cela. C'est une femme qui vient de délivrer ses propos. C'est un homme qui est en train de restituer les propos d'une femme. Et j'en suis fier. Je suis fier d'être au cœur de ces femmes qui ont plein de potentiel et plein de pouvoir. Alors, c'est une femme également qui a posé toutes ces questions que je vais vous poser également. Alors, je vais commencer par Aminata. Quelle est la place des femmes et des filles dans les instances de prise de décision? Je vais commencer par dire que
la participation des femmes dans les structures de pouvoir. Il faut qu'on sache déjà que c'est un droit. Tout à fait. C'est un droit, c'est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est reconnu dans nos textes nationaux. Au-delà de toute chose, l'autre chose, c'est un point très important. Si nous voulons défendre nos propres intérêts, si nous voulons atteindre le développement durable, c'est vraiment, on ne peut pas passer outre la présence des femmes dans ces instances de prise de décision. Je pense que, comme elle l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas solutionner un problème qu'on ne connaît pas. Et ces questions de santé publique, les hommes ne les connaissent pas. Parce que ces questions de santé maternelle, les questions de MGF, les questions de mariage précoce, tout ça, même de nutrition, toutes ces questions-là tournent autour de la femme. Donc ce sont à ces femmes-là d'être là-bas parce que c'est elles qui maîtrisent le sujet. L'autre chose que je voudrais mettre en exergue, c'est le problème qu'on ne met pas trop sur la table. C'est le fait que souvent les femmes sont considérées comme des agents sociaux. Malheureusement, c'est le cas. Alors que les femmes, ce sont des opérateurs économiques. Les femmes sont des opérateurs économiques. Et le jour où nous serons conscientes de cela, avec les hommes à nos côtés, peut-être que cette situation va changer. Prenons l'exemple du secteur informel au Sénégal. Nous savons que c'est ce secteur qui génère 96% des emplois. Tout à fait. Au niveau de ce pays. Et ce secteur est dominé par les femmes. 2/3 du secteur informel, c'est dominé par les femmes. Donc on peut dire que l'économie de ce pays, ce sont les femmes. Pourquoi maintenant il y a toutes ces barrières, tous ces obstacles? À travers cette session, peut-être, et nos échanges, nous allons essayer de relever tout cela. Mais sur le plan économique déjà, soyons conscients du pouvoir que nous avons en tant que femmes et essayer de tout faire pour être dans ces instances-là. Puisque si le pays fonctionne actuellement, c'est grâce à nous. Est-ce que c'est vrai, Sylvie? Si le pays fonctionne, c'est grâce aux femmes. On doit revoir le positionnement des femmes. C'est des opérateurs économiques, elle a dit, non juste des ménagères ou des femmes de ménage. Ah oui. Je valide carrément. Parce que, je vais raconter une anecdote, en fait, une histoire que j'ai vécue. J'étais animatrice pour un programme qui se faisait en zone rurale. Et la majeure partie du temps, on devait faire des activités de mobilisation sociale, mais qu'avec les femmes et les filles. Mais on ne pouvait pas les avoir dans la journée ni dans l'après-midi. Wow. On était obligés de mener nos activités le soir, la nuit, après le dîner, parce que pour avoir les femmes. Voilà. Parce qu'elles étaient où? Parce que ces femmes-là, le matin, elles sont au champ, alors que les hommes sont à la grande place, en train de jouer à la carte ou à la mosquée. C'est les hommes qui sont à la grande place, et les femmes au travail. Au travail. Elles sont au champ. Ici au Sénégal. Au Sénégal, à Kolda, plus précisément, et à Kaolack. C'était les 2 régions qu'on avait choisies. Mais on se rendait compte que toutes les femmes de janvier à décembre sont dans les champs. Soit pour récolter, soit pour semer, soit pour nettoyer les champs et préparer les prochaines cultures. Et après les récoltes, elles partent vendre. Elles sont tout le temps dans les marchés hebdomadaires et tout. Après cela encore, elles sont à la maison en train de s'occuper de leurs enfants et tout. Alors on était obligés de mener nos activités le soir. Tout ce qui monte, c'est juste pour justifier ce qu'elle dit. Dans les zones les plus reculées du Sénégal, ce sont les femmes. Et c'est comme ça. Jusque au niveau national, ce sont les femmes qui aujourd'hui s'impliquent plus dans ces activités-là, surtout dans l'informel. Et pourtant, on ne ressent pas notre place quand il s'agit de prendre une décision. Donc les femmes n'ont pas le droit, tranquille, comme les hommes font, de regarder leur match de football, de prendre leur thé tranquille. En fait, je dirais pas qu'elles n'ont pas le droit, mais elles n'ont pas le temps, en fait. S'il faut s'occuper de la maison, des enfants, aller chercher de l'argent, aller travailler. Mais où sont les hommes dans tout ça? Où sont les hommes? Ils prennent des décisions à notre place. Diatou, c'est terrible ce qui se passe et je pense qu'il faut que ça change. Vous avez fait énormément également ces communautés, vous avez été dans pas mal de villages au Sénégal. C'est une situation identique. Elle est identique à ce que Sylvie vient de dire, ce que vous avez vécu également dans ces villages. Oui, identique, je dirais, mais quand même, ça m'a permis d'avoir une toute autre analyse, en fait, de la configuration, de comment se passe, en fait, comment se prennent les décisions au niveau des familles. Je voulais juste revenir sur ce que Amina a dit. Par rapport aux questions de santé publique, je pense que c'est vrai.
quand on prend certaines thématiques de la santé publique, ça concerne effectivement les femmes. Parce que quand on parle de maternité, ça prend en compte les femmes. Quand on parle d'accouchement, quand on parle d'accès à la planification familiale. Mais quand on évoque ces thématiques-là, on parle en général de reproduction. Et quand on parle de reproduction, c'est le couple, c'est les deux, c'est l'homme et la femme. Okay. Et donc je pense qu'aux questions de santé publique, aussi bien on doit y inclure les femmes, mais les hommes aussi ont leur rôle à jouer dans ça, parce que c'est la famille. Donc il s'agira en même temps de santé du couple et de santé des enfants. Et pour revenir encore par rapport à ce que Sylvie a dit, on parle effectivement d'éducation. Fatimata tout à l'heure, elle a dit, on a fait les écoles, on a fait les universités. Effectivement, mais ça c'est l'aspect de l'éducation formelle. L'éducation, elle n'est pas que formelle. Ouais. L'éducation n'est pas que l'école. L'école, c'est une petite entité de l'éducation. Tu fais les villages, tu rencontres des femmes qui, contrairement à toi, n'ont pas eu des diplômes formels, mais qui sur le terrain ont des capacités que toi-même qui as eu des diplômes, tu n'es pas en mesure de faire. Tout à fait. Donc c'est aussi des facteurs internes qui bloquent, des facteurs externes peut-être par rapport à certaines croyances, par rapport à certaines cultures, par rapport à certaines traditions. Mais ici, il y a aussi des facteurs internes qui viennent des femmes elles-mêmes, par rapport au fait que c'est le niveau d'éducation. Parce que moi, quand j'écrivais mon mémoire sur les questions d'accès à la terre pour les femmes, sur les 40 femmes que j'ai enquêtées, 39, il n'y a qu'une seule qui a étudié jusqu'en classe de première. Les autres, c'est le niveau primaire. Et donc, elles ne connaissent pas les procédures d'acquisition foncière, elles ne connaissent pas les législations en termes d'acquisition de terre. Donc ça, c'est vraiment des facteurs internes qui, en quelque sorte, bloquent les femmes. Peut-être on peut les lier aux facteurs externes aussi par rapport aux croyances qui font que, voilà, notre société, pendant très longtemps, disait que, voilà, une femme ne pouvait pas aller très loin dans ses études. Mais quand même, en Afrique, on le sait, c'est le berceau du matriarcat, et que dans les sociétés anciennes, les femmes ont toujours eu leur rôle à jouer par rapport aux décisions, par rapport à certaines choses. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce dont il faudra réellement parler, c'est comment vraiment mettre en place des stratégies pour que toutes les femmes, telles qu'elles soient, quel que soit le milieu où elles évoluent, quel que soit leur niveau d'éducation, puissent en fait avoir un pouvoir de décision, puissent être autonomes financièrement. Et quand je parle d'autonomie financière, c'est pas seulement le fait de pouvoir dire j'ai envie d'acheter un tissu qui coûte 100 000, je peux me le payer. Ouais. Mais c'est aussi en lien étroit avec la décision au niveau de la famille et surtout le pouvoir de décision au niveau de la communauté. Alors vous avez très bien compris, c'est aujourd'hui votre émission La Parole aux Jeunes, la place des femmes et des filles dans les instances de prise de décision, l'importance de leur intégration dans l'élaboration des politiques de santé. Et vous venez d'entendre Diatou. Alors Fatoumata, moi j'ai envie de te demander quelle est l'importance aujourd'hui d'intégrer ces femmes et ces filles dans l'élaboration des politiques publiques de santé? Permettez-moi d'abord de rebondir un peu parce que je pense que, comme l'a dit tantôt Sylvie, quand je disais nous avons fait les écoles, nous avons fait les universités, c'était un exemple. Okay. Mais cela ne veut pas dire que nous avons occulté les autres femmes. D'accord. Ce qu'il faut retenir dans ce que j'ai dit, nous avons été au plus profond du Sénégal. Parce que comme on dit, on a fait des recherches. Nous sommes descendus sur le terrain. Parce que moi, quand je faisais le Master 2 en citoyenneté, droits de l'homme et action humanitaire, le thème de recherche, je réfléchissais sur le foncier, l'acquisition des femmes. Ce que j'ai compris sur le terrain, c'est que les femmes n'ont pas le droit d'être propriétaires de terre. De quelque chose. Mais elles ont le droit d'user de la terre. Exactement. Alors qu'en réalité, 99% de ce qu'elles récoltent ne les appartient même pas. Ça appartient aux hommes. Ce qui pose un problème déjà. Tout à fait. Donc, si la femme, elle doit travailler 99%, l'homme doit travailler 1%. Et au retour, c'est l'homme qui décide. Posons-nous la question, le pourquoi. D'où l'importance de revenir sur ce que disait Aminata. Quelle est notre place même dans la société africaine? Et si tu répondais à cette question? Si je répondais à cette question, oui. Notre place, on a toujours dit dans le Coran, la femme est au centre du monde. On nous a toujours fait croire que la femme occupe toutes les places, oui. Mais en réalité, vous n'occupez rien du tout. On n'occupe absolument rien du tout. Une situation très terrible. Sur le plan théorique, oui, ça existe. Parce que on montre à la face du monde que nous sommes des femmes, nous sommes nangam, mais en réalité, sur le terrain, c'est archi faux. Maintenant, ce qu'il faut corriger, c'est là où je reviens, c'est que quand je dis nous avons fait les universités, nous avons fait les écoles, notre devoir c'est de conscientiser ces femmes qui n'ont pas eu le droit d'aller à des écoles, ces femmes qui n'ont pas eu le droit de continuer leurs études, ces femmes qui n'ont pas eu le droit
qui ont laissé très tôt les études parce que il fallait avoir des enfants, il fallait se marier. C'est là notre rôle, conscientiser cette portion pour leur dire, écoutez, vous avez bien fait de rester à la maison. Oui, vous avez eu des enfants. Oui, vous récoltez. Oui, vous avez ceci. Mais vos droits, c'est ça et ça et ça. Faire comprendre aux femmes que elles ont leurs droits et leurs mots à dire au sein de la société, au sein de la famille. C'est ça notre devoir. Maintenant, revenant par rapport à votre question, au niveau des santé publiques, par rapport à la prise de décision, quelle place nous devons occuper? Ça, je dis, nous sommes déjà dedans. Parce que moi qui vous parle aujourd'hui, je suis candidate à l'élection municipale de Ndiarème Limandoulaye. Il faut applaudir ça, les gars. Il faut applaudir. Le pourquoi je l'ai fait, de femmes. Oui. Le pourquoi je l'ai fait, j'ai dit qu'aujourd'hui, il est important que les femmes soient dans les instances de prise de décision. Tout à fait. Auparavant, on disait qu'on ne doit pas faire de la politique parce que nous sommes des intellectuels. Mais quand nous sommes des intellectuels, nous devons être au cœur du dispositif pour pouvoir décider. Mais si les autres décident pour nous, ça veut dire que même sur le plan sanitaire, c'est eux qui vont décider sur cette rubrique, il faut prendre ceci et prendre cela. Mais si nous sommes au cœur de l'action, ça permettra de dire sur le plan sanitaire, sur le plan de la santé, de la reproduction, pour le budget, il faut prendre ceci. Pour autre chose, il faut prendre ceci. Et pour permettre les femmes d'être au cœur. Maintenant, sur les politiques publiques, oui. Moi, Fatima Tessi, je suis une actrice de développement, oui. Mais aujourd'hui, je fais de la politique parce que je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre les femmes au cœur du dispositif. Tout à fait. Parce que le développement ne peut pas marcher sans les femmes. Sans les femmes. Le pays ne peut pas marcher sans les femmes. Quand les hommes veulent même être président de la République, ils viennent demander mandat aux femmes. Quand ils veulent être des maires, ils viennent demander mandat aux femmes. Donc, les femmes doivent se réveiller, être conscientes qu'ils peuvent changer le monde. Pourquoi pas au Sénégal qu'on arrive à avoir une présidente de la République? Ça peut se faire. C'est possible. C'est votre émission. La parole. Maintenant, on change de... C'est la parole aux femmes, ce n'est pas parole aux jeunes, mais c'est la parole aux femmes. Et je vous assure que si vous suivez cette émission tout comme moi, j'espère que vous êtes super passionnés par toutes les vérités qui sont en train d'être dites par ces femmes-là. Sylvie, vous avez été également présidente à Kolda. Vous avez créé un concept à Kolda et ce qu'elle parle aujourd'hui, le leadership, vous avez pris votre destin en main et vous avez dit à vos parents, écoutez, c'est fini le mariage des enfants, c'est fini l'excision. Et si tu nous parlais un peu de comment vous avez fait pour arriver à ce big deal là qui est en réalité le New Deal. Le New Deal. Alors, Mandiaye, comme l'a dit Fatoumata, on nous fait croire que la femme a une place très importante dans la société par rapport aux prises de décision et tout ce qui se passe. Mais en réalité, même nos traditions, les cultures et la façon dont on grandit dans la société, les normes sociales, nous montrent que la femme est toujours derrière. Tout à fait. En fait, tout le temps quand il s'agit de décision, on attend qu'on décide à notre place. Quand il s'agit de parler, on attend que les adultes parlent, que les hommes parlent, après qu'ils viennent nous rendre compte et qu'on accepte. Parce que on a l'habitude de dire xale bu yaru du tontu mag. Kenn du yedd ce qu'il fait. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Pour que les gens ne prennent pas la décision. Pour que les femmes, voilà. Alors que nous, on a un potentiel. Et à Kolda, on s'en est rendu compte. On s'est rendu compte que la majeure partie de ces jeunes filles qui se mariaient très tôt parce qu'elles étaient forcées ou bien qui subissaient les grossesses précoces, certaines violences, étaient des filles très très intelligentes qui pouvaient réussir à l'école ou dans les centres de formation à pouvoir se créer un métier pour s'autonomiser. Mais on remarquait que dès l'âge de la puberté, tout s'arrêtait. Elle pensait elle-même à se marier, pensant que c'est le meilleur avenir pour elle. Alors on a créé un club de jeunes filles pour sensibiliser les parents, discuter avec eux. Mais eux, ils pensaient que ce club de jeunes filles, c'était pour se rebeller. Pour se rebeller contre eux. Ils ont toujours peur quand les femmes s'organisent. Se rebeller contre leurs décisions. Maintenant, vous allez avoir plus peur les hommes parce que les femmes se sont organisées. Et surtout, le plus grand problème, c'était qu'on discutait des questions de la sexualité. Alors ils pensaient que ce club aussi, c'était pour se pervertir. Exactement. Alors il fallait déjà se mettre autour d'une table, avoir une discussion intergénérationnelle, leur faire comprendre que ce n'est pas pour nous rebeller contre vous, ce n'est pas pour pour ne plus faire
pour ne plus calculer votre autorité, mais c'est pour on peut penser à notre avenir. Et il est temps que vous nous aidiez à gérer ça vous-même. Alors, on va faire une promesse, on va sceller un pacte. Ce pacte serait que nous vous promettons que vous avez peur qu'on vous déshonore en tombant enceinte avant le mariage. Vous avez peur qu'on fasse telle ou telle bêtise. C'était ça leur excuse. Ouais. Alors, on ne va plus faire ça. Okay. On va éviter ça, on va sensibiliser nos petites sœurs pour qu'elles ne tombent plus en état de grossesse, qu'elles ne vous créent pas ces problèmes-là dont vous avez peur. Mais vous aussi promettez-nous de nous laisser en paix, de nous laisser étudier, de nous laisser aller trouver un emploi, de nous laisser nous autonomiser et de nous laisser grandir en toute sécurité. Et depuis, ils ont dit bon, on va voir. Ils ont accepté juste pour voir. Pour voir. Et depuis, on se rend compte que ce New Deal, ce petit deal-là, tend à devenir un grand deal. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes filles qui ont quitté Kolda pour venir à l'université continuer leurs études, alors qu'elles n'atteignaient même pas le niveau BFM. Tout à fait. On se rend compte des filles qui ont été intégrées dans le milieu de l'emploi et des jeunes filles qui avaient même arrêté des études qui aujourd'hui sont réinsérées dans les centres de formation. Tout à fait. Et des jeunes j'ai filles, vu même des filles donner la dépense quotidienne à la maison à Kolda. À Kolda. Oui. Une jeune fille qui n'avait jamais fait les bancs, qui était passionnée du mécanisme et qui aujourd'hui est en train de faire le mécanisme et qui bientôt va ouvrir son garage de mécanique. Alors qu'elle n'a même pas 25 ans. Alors c'est carrément aujourd'hui ce New Deal, je dis que c'est un exemple aujourd'hui de pas de révolte, mais de reconquérir notre place, comme l'a dit. Exactement. De montrer que voilà, je suis une fille, je suis une fille et je m'affirme. Tout à fait. Je peux faire ça, je vais le faire. Tout cela ne veut pas dire que awma kilifa, cela ne veut pas dire que buguma baax, mais dama bëgg li góor mën comme kay def. Tout à fait. Voilà. Alors, utiliser aujourd'hui des mécanismes qui marchent, Aminata, comme le New Deal, être super engagé aujourd'hui en tant que femme. Est-ce que c'est des solutions que vous utilisez dans vos organisations pour donner une réponse à ces hommes qui n'ont peut-être pas compris ou qui doivent comprendre pour qu'on puisse aller à ce changement carrément de la donne ou de ces paradigmes qui existent ici en Afrique? Oui, absolument. C'est un peu les mêmes stratégies, les mêmes initiatives. Et comme l'a dit Sylvie, heureusement, il y en a qui sont vraiment porteuses, comme l'exemple du New Deal. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que quelque part, on est un peu en train de tourner en rond. Parce qu'on a eu à dérouler beaucoup d'initiatives. À côté de ces initiatives porteuses, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui n'ont pas porté leurs fruits. Exactement. Donc, à notre niveau, c'est aussi, au-delà de les choses qui marchent, c'est de faire un peu ce qu'on fait un brick. Essayer de réfléchir sur quelles sont les nouvelles choses qu'on peut vraiment mettre en place. Par exemple, on a vu que le fond du problème, comme on l'a dit, c'est la participation politique. Tout à fait. Mais si vous voyez, on a beaucoup d'acquis en termes d'éducation des filles. Mais on observe qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle, les filles abandonnent. Ah, ok. Et ça, c'est pas du tout bon. Ça pose le problème du maintien des filles ou bien du défi par rapport à l'université d'aller jusqu'en doctorat. Donc, face à ces problèmes, on a vu que c'est un peu ce même scénario dans le milieu de l'emploi. Tout à fait. C'est aussi ce même scénario qu'on a dans la sphère politique. Les filles abandonnent avant d'aller au sommet de la hiérarchie. Au sommet de la hiérarchie. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose? On se dit que si cet état de fait est là, peut-être c'est parce qu'on ne développe pas chez les filles ce qu'on appelle les compétences pratiques que l'école ne nous enseigne pas. Ça, on l'a observé en tant que jeune fille. L'école nous enseigne pas. C'est des choses qu'on reçoit comme ça, dans les activités directes ou actions directes avec des organisations ou dans le milieu où on évolue. Oui, mais en termes de leadership, en termes d'avancée, en termes de ténacité, il y a des capacités qu'on doit développer. C'est des compétences exploitables. Malheureusement, on ne les enseigne pas. On nous enseigne pas, par exemple, l'estime de soi à l'école. On nous enseigne pas la gestion de la carrière à l'école. On nous enseigne pas comment gérer le stress, etc. Et je pense que en tant qu'acteur de la société civile et en tant que jeune, on devrait réfléchir sur
par quel mécanisme travailler sur ces compétences pratiques-là, essayer de développer ça chez les filles en même temps que le fait qu'elles soient au niveau de l'école et qu'elles soient en train d'étudier. De ce fait, elles ont assez de capacités et on va avoir des filles qui vont aller chercher des opportunités autant que les hommes. On va avoir des filles qui vont chercher des promotions autant que les hommes et on va avoir des filles qui vont aller au sommet de la hiérarchie et changer un peu les choses. Alors, l'autonomisation de la femme, il s'agit de cela. Est-ce que aujourd'hui, Diatou, quand on parle d'autonomisation de la femme, il y a beaucoup de gens qui pensent que il faut juste apprendre les femmes à faire des bouteilles de jus ou transformation de fruits ou avoir du cash. Est-ce que c'est réellement ça l'autonomisation de la femme? Est-ce que ce n'est pas ce que Aminata vient de dire? C'est ce que Aminata vient de dire, c'est ce dont Sylvie a parlé, c'est aussi le plaidoyer que Fatoumata a apporté. Mais quand on parle d'autonomisation, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est très important de le répéter, j'ai parlé tout à l'heure de facteurs interdisciplinaires qui sont liés. Et donc quand on parle d'autonomisation, on parle effectivement d'autonomisation à travers les compétences, d'autonomisation par l'éducation, d'autonomisation financière ou plutôt économique, qui plus tard suppose que la personne ait accès à un emploi décent, que la personne ait accès à un emploi durable. Mais il y a des aspects très très fondamentaux à prendre en compte. C'est les questions de santé et de bien-être, objectifs de développement durable. C'est aussi la question d'une éducation de qualité. Tout à l'heure, Aminata l'a dit. Et je pense que quand on parle aujourd'hui du maintien des filles à l'école, on suppose chaque année, on voit certains rapports. On va nous dire par exemple, il y a un taux brut de scolarisation de 90%. D'accord, ça c'est le taux de brut de scolarisation. L'accès, je pense que c'est plus un problème. Mais ce qui pose problème, c'est le contenu. C'est, comment dirais-je, la qualité de l'éducation et dans la durabilité. Aujourd'hui, par exemple, toutes ces femmes-là qui ont réussi à être jusqu'au niveau supérieur, à avoir des diplômes. Sur le marché de l'emploi, qu'est-ce qu'elles valent en termes de compétences? À part elles, il y a aussi un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes peut-être qui ont été déscolarisées ou qui n'ont jamais été dans le circuit scolaire. Ces compétences qu'elles ont là, qu'elles ont appris peut-être à travers la vie courante, qu'est-ce qu'on leur donne comme capacitation ou comme certification qui leur permet vraiment d'officialiser ces compétences de base-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est cela où l'aspect où on parle de questions de santé publique est très important. Parce que quand on parle de santé publique, vraiment, on parle d'une panoplie en fait d'éléments qui sont intégrés dedans. Donc c'est effectivement l'autonomisation économique, c'est effectivement le fait que la personne ait accès à un emploi décent. Mais c'est surtout, avant tout, depuis la grossesse jusqu'à la naissance, les soins primaires de santé, c'est surtout l'accès aux services sociaux de base, c'est l'accès à la planification familiale pour que ce soit les adolescentes et les femmes, c'est l'accès surtout à des soins obstétricaux adéquats par rapport aux zones où les femmes vivent. Parce qu'il y a des femmes qui vivent dans des zones où vraiment le taux de mortalité infantile est très élevé parce qu'il n'y a pas un plateau médical relevé. Donc quand on parle aujourd'hui de proposition de stratégie, il ne faut pas seulement se limiter à l'aspect autonomisation économique. Il faut prendre en compte tous ces facteurs-là interliés et appeler des personnes qui sont spécialisées dans ça. On parle ici d'approche interdisciplinaire. Tout à fait. Voilà. Alors, l'égalité des sexes afin de garantir la durabilité et la responsabilité, c'est ça? Il s'agit de ça, Fatoumata? Fatoumata est en train de rigoler. Je m'attends à sa réponse. Et vous aussi, évidemment. Oui, bon, l'égalité des sexes. Oui. Bon, vous savez, pour moi personnellement, le problème, c'est pas le fait de dire nous sommes à égale dignité. Avec les hommes. Avec les hommes. Ok. Parce qu'en réalité, nous sommes à égale dignité. Nous ne réclamons pas parce que ça, c'est quelque chose qui existe naturellement. C'est ce qui est normal, c'est ce qui existe et ce sont des droits qui sont régis. Et l'État du Sénégal a signé toutes ces conventions-là. Tout à fait. Donc, je comprends maintenant pourquoi vous rigoliez pourquoi tout à l'heure. Revendiquer l'égalité des sexes. Oui. Nous sommes à égale dignité, nous sommes à égalité sur le plan professionnel, au niveau institutionnel, ainsi de suite. Tout à fait. Maintenant, il y a des choses qui font que peut-être des fois, les femmes sont reléguées au second plan. Soit c'est la maternité, soit comme l'a dit ma sœur Sylvie, c'est à un niveau où, par exemple, on ne peut plus continuer nos études parce qu'il y a les moyens, il y a la pauvreté, il y a les moyens économiques qui manquent. Exact. Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on met?
Qu'est-ce qu'on met pour ces femmes-là pour leur permettre d'être à des stands? À des stands très hauts. Pour leur permettre de dire que nous sommes à égale dignité et réclamer l'égalité des sexes. Tout à fait. Parce qu'en réalité, nous sommes des professionnels, nous travaillons dans des entreprises. Mais quand tu arrives dans une entreprise, tu viens, à la limite, pour te responsabiliser, on dit, alors que tu as un master, le monsieur là a un master. Vous avez tous les deux le master. Le même diplôme. Le même diplôme. On vous dit, on vous donne pas ce poste parce que vous allez avoir un enfant. Vous allez avoir un enfant chaque 9 mois ou chaque 2 ans. Vous allez avoir des congés maternité. Des congés de maternité. Donc, on vous donne pas la chance d'être directrice ou d'être chef de division ou autre chose. Parce que, à la limite, c'est la maternité qui pose problème. Mais, est-ce qu'ils ont pensé à créer des conditions qui permettent aux femmes d'amener leurs enfants au niveau des services? Et c'est tout à fait possible. Ouais. Les crèches n'existent pas dans les services. Non. Donc, qu'est-ce qu'on met pour les femmes? Est-ce qu'on a mis des conditions qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir avoir des enfants et d'être dans leur lieu de travail? Les conditions ne sont pas réunies. Maintenant, pour parler d'égalité de sexe, moi je dis ça, c'est un acquis déjà. Moi, je ne vais jamais me mettre ici à parler d'égalité de sexe parce que l'égalité de sexe existe et c'est un devoir. Tout à fait. Et c'est une obligation pour tout un chacun, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit respecté. Respecté. Alors, nous arrivons à... Autre chose, que je voulais rebondir un peu, c'était par rapport à ce que m'a dit à ma sœur qui a parlé un peu de Kolda, qui a parlé du serment. Il fallait faire un serment à nos parents pour dire que non, nous n'allons pas tomber enceinte pour pouvoir continuer nos études. Mais écoutez, on a parlé de l'autonomie corporelle. Mais chaque personne est libre par rapport à son corps. Cela ne veut pas dire que je cautionne vraiment que chacun fasse ce qu'il veut. Du n'importe quoi. Non. Mais quand même, c'est un droit, c'est un acquis. Chaque personne est libre de choisir de faire ce qu'elle veut de son corps, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Maintenant, mais elle a précisé que c'est un deal pour s'échapper des mariages d'enfants et des grossesses précoces. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais je dis, c'est un droit que nous devons revendiquer, montrer, mettre sur la table pour dire que ça, c'est notre devoir. Toutefois, en tant que fille ou en tant qu'enfant, nous allons respecter vos désirs, vous les parents, pour nous laisser continuer nos études. Tout à fait, parce qu'elle a dit tout à l'heure dans ses propos, Aminata, que ce n'est pas un combat, c'est une vraie négociation, parce qu'on est en Afrique, on doit négocier pour obtenir ce qu'on veut, et si on parvient à négocier, à obtenir ce qu'on veut, pour moi c'est l'idéal. Je peux? It's fine, yeah. Fatmata, excusez-moi un peu, vous habitez Kolda ou des zones... Mais vous habitez des zones, voilà, vous êtes Halpolar, exactement. Alors, on sait une chose, en fait, dans la société Halpolar, il y a la hiérarchie, il y a un grand respect, il y a la conservation. Alors, on ne peut pas du jour au lendemain dire, mais niet, non. En fait, c'est le problème qu'on a eu par rapport au MGF. Quand on a voulu leur imposer une loi, ils se cachaient pour pratiquer pour faire cette pratique, ou aller jusqu'en Guinée où c'était pas interdit pour le faire. Mais quand on a discuté avec eux, parce que eux, ils ne voyaient aucun méfait. Par exemple, quand ma grand-mère, elle me dit, Anka Sukunya, tu vois, tu es une petite sorcière, parce que moi, je peux pas comprendre que moi, je subisse cette pratique, que ma grand-mère, mes parents, moi qui ai mis au monde, ton père qui t'a mis au monde, ait subi cette pratique et qu'il ne m'est rien arrivé. Tu viens me dire que cette pratique est néfaste. Comment est-elle néfaste? Alors, il a fallu qu'on discute avec eux, que ce ne soit pas un bras de fer, mais pas une négociation, mais c'est une négociation, un disons. Compromis. Essayer de leur convaincre, de leur dire, mais bon, laissez-nous au moins le temps de vous montrer ce qu'on est en train de dire, de vous prouver. Voilà. Alors quand ils ont prêté attention à notre, pas combat, mais à notre cause, quand ils ont prêté attention à notre plaidoyer, ils ont vu les résultats et ils ont commencé à abandonner le couteau. Ils ont commencé à abandonner ce mariage forcé. Ils ont commencé à abandonner certaines choses. Alors, de là, on a pu s'affirmer et de là, on a pu leur faire comprendre ce que vous, actuellement, vous êtes en train de dire. Mais on ne pouvait pas du jour au lendemain venir, ah non, c'est fini, niet. C'est de là qu'est né en fait. Oui, et je pense que, oui, après, il faut que je vous tranche. C'est la parole aux femmes, mais il faut que je break moi, oui. En tant qu'issue d'une famille exigeuse, je comprends les pesanteurs. Parce que moi, je fais partie de la 6e génération qui devrait reprendre les couteaux pour exciser. Ok. Mais je ne l'ai pas fait parce que moi, très tôt, j'ai compris, et mes parents ont très tôt compris que l'excision est néfaste. Tout à fait. Parce qu'en 1997,
quand on parlait de l'abandon de l'excision, la première femme qui a dit non à l'excision, aux mutilations génitales féminines, c'est ma mère. Elle fait partie de la 5e génération. Ce qui devait se reproduire, c'est que moi, en tant que 6e génération, je devais prendre les couteaux et aller exciser. Continuez. Mais je ne l'ai pas fait. Le pourquoi, je vais vous le dire. Parce que très tôt, en voyant ces filles-là venir chez nous et qu'on pratiquait l'excision et qu'on faisait ces trucs-là, moi, à la limite, ça m'a bouleversé. Et j'ai compris, il était temps que moi-même, que je sois au devant de la scène. Tout à fait. Raison pour laquelle j'ai dit, moi je suis née pour briller. Mon devoir aujourd'hui, c'est de sauver ma communauté. Excellent. J'ai continué mes études malgré toute cette pression sociale que j'ai eue, parce qu'aujourd'hui moi-même, je suis stigmatisée. Je ne peux pas me marier dans ma communauté parce que je suis considérée comme une femme impure. Moi, Fatimata, je suis considérée comme impure parce que je ne suis pas excisée. Ouais. Autre chose, j'ai fait de longues études. Je n'ai pas accepté de me marier très tôt parce que nous, on se marie à l'âge de 13 ans ou à l'âge de 14 ans. Mariage précoce. Je dis que ça, c'est pas normal parce que c'est une violation des droits de la femme. Tout à fait. Comment je l'ai compris? Je ne l'ai pas compris uniquement parce que j'étais à l'école. Non, je l'ai compris en voyant ces femmes-là souffrir. C'est cette souffrance-là que nous devons lutter. D'où l'importance, j'ai dit tantôt, c'est notre corps. Ça nous appartient. Nous avons le droit de décider de ce qui se passe dans notre corps. Ce qui va se passer, comment ça va se passer, c'est à nous de le décider. Mais ça ne doit pas être dicté par nos parents. Mais cela ne veut pas dire que moi-même, non, je suis contre nos réalités socio-culturelles. Non. Parce que comme Halpla, comme dañ de respect et parents ou je respecte mes parents. Mais ils ne vont pas m'obliger à faire de l'excision juste parce que je suis impure. Non. Alors que mes grands-mères m'ont stigmatisé, ma famille me stigmatise, tout le monde me regarde comme ça. Parce que quand je parle, même quand j'étais au Fouta pour parler des facteurs de résistance face à l'abandon de l'excision, quand je faisais mon DSS à l'INTSS, ça posait problème. Parce que même la communauté Halpula, pour m'accueillir au Fouta, c'était un bras de fer. Mais il fallait que je me maintienne au Fouta pour dire qu'aujourd'hui je suis venu pour savoir. Si aujourd'hui vous me montrez, vous les marabouts, que ce que vous dites c'est ça la vérité, je vais me faire exciser devant vous-même. En tout cas, ils ont eu peur et le combat que j'ai mené, les enquêtes que j'ai eu à faire ont montré en réalité, c'est une réalité socio-culturelle, mais qui nuit à la femme. Donc nous devons nous battre. Nous sommes des organisations de femmes. Je ne sais pas vous, mais moi je suis super convaincu que c'est la future mère et j'aimerais qu'on applaudisse. C'est la future mère. Oui, c'est votre émission La Parole aux Jeunes. Malheureusement, ce qui est bon et grand ne peut pas se finir en quelques minutes. Il faut qu'on passe à la dernière, ces dernières interventions. Votre dernier mot, la thématique continue, le débat continue. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez continuer à intervenir, à envoyer vos questions, à parler de ça. Et vous allez suivre cette émission en direct sur Vibe Radio le samedi à partir de 12h. C'est quoi votre dernière intervention? Bon, mon dernière intervention, c'est de remercier d'abord l'ANJ à travers leur coordonnateur Dame. Parce que c'est lui qui m'a invité à cette activité. Je suis très contente, très honorée d'être là ce soir. Merci beaucoup. Et d'être devant mes sœurs, mes collègues, je dirais féministes, entre guillemets. Mm-hmm. Et je suis très contente aussi de recevoir Speak Up Africa et tout le monde, tous les partenaires, on les remercie parce que vraiment ça doit être pérennisé. Tout à fait. Le combat doit continuer et je pense que les femmes leaders qui sont là aujourd'hui et les femmes qui sont derrière vont porter le plaidoyer et vont porter le combat. Ça, c'est un combat des femmes et nous allons mener ce combat-là. Exact. Avec ou sans moyens, avec ou sans les partenaires, avec ou sans l'État du Sénégal. Parce que l'avenir appartient aux femmes, l'avenir appartient à nos enfants et nous allons nous battre pour cela. Déterminé, engagé. Diatou, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et merci beaucoup de nous avoir donné beaucoup de frissons. Et on sent l'engagement, la détermination chez les femmes et ça a été toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi les autres ne veulent pas comprendre. Et moi, je suis très honorée d'avoir participé à cette émission-là avec ces camarades, avec ces femmes très braves dont l'engagement n'est plus approuvé. Je remercie aussi Dame, je remercie Speak Up Africa qui nous ont vraiment donné l'opportunité aujourd'hui d'avoir cet échange fructueux-là. Je pense que c'est
c'est vraiment un débat qui ne peut tenir en 1 heure de temps vu tous les enjeux qui sont autour. Mais si j'ai vraiment un message à faire passer, c'est surtout d'avoir conscience qu'aujourd'hui, la place de la femme, que ça soit au niveau de la famille, sur le plan communautaire, au niveau stratégique décision, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus à discuter. Il faut juste vraiment, à mon avis, essayer d'avoir de nouvelles stratégies, surtout nous aussi, les femmes, revoir quel est notre rôle. Parce que y a une chose très importante à préciser. C'est vrai que nous subissons, en fait, aujourd'hui, les pesanteurs socio-culturels, mais il y a des fois où nous sommes aussi actrices dans la transmission de ces pesanteurs culturels-là. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment revoir notre position. On parle aussi d'égalité, il ne faut pas oublier l'aspect de l'inclusion. Inclusion, comme je l'ai dit, pour toutes les femmes qui sont aussi bien en milieu urbain, qui sont aussi à zone rurale et qui parfois ont des difficultés d'accès aux services sociaux de base. Je n'oublie pas aussi des femmes qui sont des personnes handicapées, qui ont d'énormes problèmes d'accès à certaines structures, que ça soit sur le plan de l'éducation, que ça soit sur le plan de l'emploi aussi. Je pense que c'est un plaidoyer très fort à porter à un niveau très haut, à un niveau stratégique où les décisions se prennent, mais surtout à un niveau opérationnel où on sent réellement la mise en œuvre. Voilà, merci. Merci beaucoup, Gatou. Aminata, merci beaucoup d'avoir répondu à cette émission et merci beaucoup à Speak Up Africa de m'avoir permis de te retrouver encore. Non, moi je remercie encore. Speak Up Africa. Encore, oui. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, je vais me joindre aux félicitations. Je félicite mes collègues, je les considère comme de braves collègues qui m'ont accompagné dans ces discussions. Je remercie pas ANJ parce que je suis membre d'ANJ. Tout à fait. Ça va de soi, donc je vais remercier Speak Up Africa qui nous a permis de saisir ce momentum parce que cette session aussi intervient dans le cadre du Forum Génération Égalité. Tout à fait. Faut pas l'oublier et ce forum-là, c'est pour nous, c'est aussi un moment pour accélérer le leadership des femmes et faire progresser les perspectives et les opportunités pour chaque femme et pour chaque fille. Rejoindre aussi mes sœurs sur la question de la santé parce que aujourd'hui on parle beaucoup de croissance et développement. On met en avant la question du capital humain, mais le capital humain c'est l'emploi, c'est l'éducation, mais c'est la santé aussi, et c'est la santé qui est la locomotive. La santé, exactement. Donc sans santé, il n'y a pas de croissance économique, sans santé, il n'y a pas de développement, et sans capital humain féminin aussi, il n'y a pas de développement. Exact. Juste terminer par sensibiliser tous les acteurs pour dire qu'il faut aussi qu'on commence à penser long terme, qu'on en finisse quand même avec le court-termisme. Parce que ça aussi, c'est un réel problème. En général, on parle de participation politique, d'être présent dans les instances de décision. Le constat, c'est souvent quand il y a des élections qui sont en cours de route. Alors que cette question doit être transversale. On doit en parler tout le temps. Qu'il y ait des élections ou pas, on voit que au Sénégal, par exemple, toutes les discussions tournent autour de la politique. Alors, tout le temps, il faudrait mettre sur la table cette question de participation des femmes dans les instances de prise de décision. Vraiment, et en finir avec le court-termisme. On le fait aujourd'hui, demain, on n'en parle plus. Dans quelques années, c'est les élections, mettons le sujet sur la table. Non, il faut arrêter. Avec ça, on n'aura jamais de changement. Ce sera toujours les mêmes tartes à crème. Et avec ça, on n'arrivera jamais à attirer l'attention des gens. Évidemment. Merci beaucoup, Aminata. Sylvie. Merci Manjai, merci pour cette toi. émission. Merci à Speak Up Africa qui m'a invité, merci à NG aussi. Félicitations aux braves dames qui sont là et je les félicite pour leurs activités et tout. Alors moi, mon dernier mot, c'est déjà, on a tellement parlé de l'implication des femmes dans les instances de décision. On a tous des idées. Chaque organisation a sa stratégie. Chaque organisation a son idée sur un temps bien déterminé. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit Aminata, il faut dès à présent penser au long terme, mais aussi à la mise en œuvre et au suivi. Je pense qu'on a fait assez de débats, qu'on a fait assez de discussions et de plaidoyer. Il y a assez de tests et de rapports qui montrent que l'importance de la place de la femme dans ces instances, qui montrent aujourd'hui l'importance de cette participation. Maintenant, ce qu'il faut vraiment, ce à quoi on doit vraiment veiller, c'est quand est-ce que la femme va participer, comment est-ce que la femme va participer et combien de temps est-ce qu'on la permettrait de rester. Parce qu'aussi on va pas dire on vous permet 5 ans après, on nous dit non, la nouvelle génération, on nous ramène des garçons. Il faut que
dès l'instant qu'on en a parlé, qu'on s'est rendu compte de l'importance et de la nécessité, qu'on en fasse une réalité et que ça puisse être sur de long terme et qu'on passe à d'autres choses. Parce qu'on se dise la vérité, il y a des problèmes, d'autres problèmes qui restent des problèmes non résolus et qu'on doit gérer. Il faut pas qu'on stagne sur un seul problème alors qu'il y a d'autres problèmes à gérer, des problèmes que Diato a cités, des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, d'insertion et d'inclusion surtout. Donc pensons au long terme, à la réalisation et surtout au maintien. Au maintien. Et au suivi. Très important. Alors, je rappelle aux auditeurs et également toutes les personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux que Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de communication stratégique, de plaidoyer, dédiée à catalyser le leadership africain, favoriser le changement des politiques et renforcer la sensibilisation autour du développement durable en Afrique. C'était votre émission La Parole aux jeunes avec ces dames, c'est la parole aux femmes. Vous avez vu, vous avez entendu. On vous invite à revoir et à revoir et à revoir cette émission, mais surtout à écouter, intérioriser, appliquer tout ce qui doit se passer dans cette nouvelle génération. C'est la génération égalité et je pense que l'égalité aujourd'hui, le pouvoir doit être décerné aux femmes. Le pouvoir était d'ailleurs tout le temps aux femmes. Laissons le pouvoir aux femmes et nous allons voir comment le monde va se dérouler. Mon grand-père a dit que les bonnes nouvelles n'ont jamais trouvé le tympan de quelqu'un. On vous donne rendez-vous très bientôt avec toujours à votre émission La Parole aux jeunes et avec nos partenaires Speak Up Africa, ANJ SRPF et toutes ces personnes qui sont présentes. Merci beaucoup. Merci.